Alors on est là, les filles, elles sont là. Et je pense que la solidarité, eh bien ça doit marcher. Je le dis à chaque fois quand je fais des inaugurations, que c'était pour les avocats. J'ai dit attention messieurs, les filles on arrive. Eh bien là, elles sont là. Hein. Et on est solidaires. Et nous sommes aussi solidaires. Et c'est un grand bonheur de vous recevoir. Merci. Karine a toujours des idées formidables. Elle a plein d'idées qu'on a quelquefois du mal à suivre, pour tout dire. Je le sais. Hein 12 km à vélo dans le sable, je m'en rappelle. Voilà. Et j'espère que vous allez pouvoir dire qu'il fait beau au Touquet. Il fait toujours beau au Touquet. Allez, merci à vous. Merci. Bon, ben, bonjour à toutes et tous, on est ravis de partager ce moment avec vous. L'idée c'est de faire une rencontre avec chacune d'entre nous. Donc je vais commencer avec Louise, avec son livre À moi les petits Français, donc journaliste la plus française des Anglaises qui travaille depuis 12 ans à la télévision et radio française, amoureuse de la France et des Français. Et le livre, tu nous as dit que c'était une lettre d'amour à la France. C'est exactement ça. Bonjour à tous. Je suis en France depuis 16 ans maintenant. Je suis arrivée à 21 ans pour travailler. Et donc, j'ai constaté pas mal de choses en France, évidemment, avec cette double culture, quelque part, venant de l'Angleterre. J'avais envie de porter un regard sur la France et les Français. Alors, je pense que souvent, on est des meilleurs amis et des pires ennemis, les Anglais et les Français. En revanche, avec humilité et avec bien les pieds sur terre, j'ai essayé de faire un portrait qui était vrai et qui ressemblait à notre époque, on va dire. Donc j'ai constaté pas mal de choses diverses et variées sur vous, dans tous les domaines. C'est un portrait bienveillant, on va dire, un portrait bienveillant de vous, parce que j'adore vraiment la France, la bouffe, je ne vais pas dire bouffe, la gastronomie, excuse-moi, parce que la bouffe, il y a quelques personnes qui vont me tuer en disant bouffe, ça marche pas. Le système de santé, l'éducation des enfants, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué d'une manière positive. Et je les mets en lumière dans ce livre. Donc voilà, avec pas mal d'anecdotes, par exemple, quand je suis arrivée en France, tout au début, je ne parlais pas votre langue, donc c'est une langue qui est très difficile. Vous êtes très exigeant avec vous-même sur votre propre langue. Celui qui va faire un post sur les réseaux sociaux et faire une faute de français, tout le monde va lui tomber dessus. C'est une erreur majeure. Donc je comprends l'exigence, je pense que c'est bien. En revanche, pour apprendre les langues étrangères, vous devriez peut-être être plus doux avec vous-même, c'est-à-dire faire des erreurs, c'est pas un problème. Allez-y, osez parler avec des Anglais, des étrangers, je pense que c'est très important. Moi, souvent, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant j'ai honte, je parle trop mal anglais, je vais jamais vous parler en anglais. En fait, je m'en fous. Parlant, discutant, faisant des erreurs. Vous pouvez vous tromper, c'est pas grave. C'est aussi cette culture de l'échec entre guillemets en France où vous vous dites je peux pas me tromper, je peux pas faire une erreur, je peux pas, je vais me lancer et si je foire, je vais très mal le vivre. Essayez de le laisser de côté parce que ça vous fait pas avancer. Donc c'est humblement, c'est des petites choses au fur et à mesure. J'espère que ça va vous faire du bien, ça va éventuellement vous permettre de prendre un peu de recul, de déculpabiliser et de se rendre compte de ce qui est vraiment bien dans votre pays. Voilà. Bon, donc nous serons toutes sur le stand après, pour une rencontre personnalisée. Fabienne, donc on ne te présente pas parce que tu es quand même à nos écrans avec nous dans nos vies régulièrement. Donc journaliste météo depuis 28 ans sur France 3, nous offre la culture d'un potager bien particulier, mêlant humour et sarcasme. Absolument. Les hommes et femmes politiques se transforment en grosses légumes. Absolument. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Alors il est vrai que de passer de la météo à la politique, il me fallait un outil métaphorique et surtout une arme. J'ai choisi le mot, j'ai choisi la métaphore et j'ai choisi de prendre des personnages qui nous sont plutôt familiers, comme une agricultrice,
Mais cette agricultrice a quelque chose de particulier, c'était qu'elle était professeure de littérature et de philosophie et que le village est déserté par les jeunes, par tout le monde d'ailleurs. Le curé s'est barré, lui aussi, il n'a plus la clé d'église. L'école où elle professait, eh bien, elle est vide, il n'y a plus d'élèves, tout le monde est parti vers les grandes villes. Et elle se retrouve seule à vivre la ville par procuration, c'est-à-dire que le seul lien avec la ville, c'est la télévision. Il se trouve que je connais bien le monde de la télévision, et donc cette femme va cultiver, comme disait Voltaire, son jardin. Son jardin, mais à la fois secret au début, quand tout d'un coup débarque une journaliste qui croit tout savoir, et ensemble, elles vont travailler le symbole de la terre, et elles vont décrypter les messages de tous les politiques qui ont berné, enfin qui ont bercé nos vies, et qui nous ont, c'est un lapsus, qui nous ont bercé d'illusions. Comme ça, voilà, certains nous ont bernés, d'autres nous ont bercés. Mais enfin, j'ai utilisé, comme Jean de La Fontaine l'avait fait avec les animaux, pour quelque part exprimer les faveurs d'État, les chemins dérivés pour arriver au pouvoir, ou ce qui se passait, ce qui se tramait effectivement à la cour à ce moment-là. Ben, j'ai pris les légumes et notre agricultrice va cultiver la terre avec tout le symbolisme de la terre, mais elle va également donner des noms de personnages politiques à ces légumes. Alors là, vous allez retrouver DSK en poireau. Ah bon, mais pourquoi? Eh bien, mon gros d'Elbeuf, c'est un gros poireau. Il est international, le poireau. C'est un des légumes les plus connus au monde. D'abord, aucun légume ne vient de France pratiquement. Et le poireau, eh bien, il a effectivement beaucoup circulé à l'étranger. Et quand il nous revient en France, eh bien, excusez-moi mesdames, il n'y a pas d'enfants. La culture du poireau, c'est très simple. Il faut qu'un poireau se branle au vent, mais pas trop longtemps. Mais lui, il a un petit peu exagéré. Donc le pauvre, il a été mis en quarantaine et hop, au compost. Quand il nous est revenu, eh bien malheureusement, après quelques déboires, il a eu du mal à retrouver le potager parce qu'il faisait beaucoup trop d'ombre à certains légumes. Alors on va trouver par exemple la tomate, c'est Marine Le Pen, vous allez me dire pourquoi, c'est magnifique. Oui, absolument, c'est un des légumes les plus beaux de notre potager, mais elle était interdite, enfin ce fruit était interdit sur les tables jusqu'au XVIIe siècle en Italie, puisque c'est un fruit qui vient d'Italie. Et en fait, parce qu'il ressemblait ce fruit au fruit de la mandragore, et c'était un poison mortel. Donc la tomate n'était absolument pas servie, elle servait de décoration sur les consoles des nobles, même dans les cuisines, et même en peinture, on la retrouvait sur des natures mortes, mais pas du tout sur les tables. Puis ensuite, il y a eu des goûteurs, hein, un petit peu comme faisait Cléopâtre avec ses goûteurs qui tombaient inanimés, donc on savait que c'était une mandragore plutôt qu'une tomate. Et elle est arrivée sur les tables, effectivement, et dans les potagers français. D'ailleurs, on a vu, effectivement, pousser ces merveilleuses tomates. Et je dis justement, méfiez-vous des apparences. Et je parle de tous ces stigmates liés à l'apparence, à la télévision, au jugement. On juge trop vite, on n'observe plus, on critique vite. Mais ayant beaucoup d'amour pour soi-même, beaucoup d'amour aussi pour les autres, parce que sans s'aimer soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Et en fait, dans ce potager, la Mariette va cultiver tous les légumes avec beaucoup d'amour. Et elle va prendre des chemins dérivés pour vous montrer que ces légumes ont des défauts, des qualités, et que le vivre ensemble, c'est possible. Car tous les légumes prennent vie dans son potager. Et à travers ce roman, je vais explorer toute la face cachée, quelque part, du pourquoi des comment, et comment, effectivement, les années se sont succédées. La politique a eu des visages, et la seule chose que nos politiques, hommes politiciens, politologues et compagnie, n'ont pas réussi à faire, c'était mettre les mains dans la terre et trouver la fraîcheur et le symbolique vraiment de la terre. Et je leur dis tous, cultivez votre potager, parce que c'est vraiment la vie, là d'où nous venons, là où nous marchons et là où nous allons. Et donc dans ce livre, vous allez avoir beaucoup de sujets d'actualité, mais également beaucoup de philosophie. Je fais référence aux philosophes de la Grèce antique, je fais référence à Voltaire, à La Fontaine, et à plein d'autres d'ailleurs, pas seulement Victor Hugo bien sûr, qui disait « n'ayons qu'un seul choix, mais qu'il soit bon, qu'il soit juste, en marche ». Et tout ceci, vous allez le trouver, mais alors avec beaucoup d'humour, donc vous rirez,
Vous partirez aussi dans peut-être des pensées lyriques, et puis des moments un peu plus archaïques, un petit peu plus basiques. Et je vous emmène à travers ce livre, justement, cueillir les belles légumes du potager. Merci. Donc à ma droite, Carmela Valente avec son livre Trac Victime, donc actrice qui a mis ses techniques pour gérer le stress, le trac, la prise de parole en public au service du grand public, qui a innové dans la formation en amenant des techniques de l'acteur dans les entreprises. Voilà, bonjour, merci d'être là parmi nous. Entrez, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Oui, j'ai écrit un livre pour mieux affronter les peurs, les petites et les grandes. Par exemple, saviez-vous que la peur de parler en public, c'est la 3e phobie qui vient après la peur de mourir et la phobie des serpents. Voilà. Alors, je vais faire un petit sondage. Qui parmi vous n'aimez pas et n'êtes pas à l'aise quand vous prenez la parole en public? Voilà, alors je fais un petit sondage moyen, voilà. Bon, c'est pas mal, donc il y en a qui sont très à l'aise. Alors je vais faire une boutade, je vais vous ressortir la citation de Sarah Bernard. Sarah Bernard, qui était une des plus grandes comédiennes du siècle dernier, et une jeune comédienne vient la voir et lui dit: mais Madame Sarah Bernard, mais comment faites-vous pour avoir autant le trac quand vous parlez en public, hein, quand vous faites du théâtre? Et elle dit: ma chérie, tu verras quand tu auras du talent. Donc je ne dis pas que vous n'avez pas de talent, bien au contraire, mais en tout cas, c'est vrai que la peur de parler en public touche beaucoup de gens. Et qu'est-ce que j'ai pu apporter? Eh bien, en fait, moi-même, j'ai souffert du trac toute ma vie. J'ai démarré une carrière d'actrice à 15 ans, très jeune, c'était ma passion à Montréal. Et j'étais comme beaucoup d'acteurs, comme beaucoup de gens d'ailleurs, comme beaucoup de gens qui osent s'exprimer en public, très timide. Et ça peut sembler anachronique, mais en fait, ça demande beaucoup de courage quand on est timide de venir parler en public. Mais c'est en conquérant ses peurs que finalement, eh bien, on les domine. Et je pense qu'une des thérapies la plus naturelle, c'est de faire du théâtre. Donc beaucoup d'acteurs qui sont très timides, au départ, eh bien, montent sur scène, je crois, pour vaincre leur timidité. Donc j'ai fait une carrière d'actrice, et à un moment donné, par hasard, la vie, c'est là où c'est fabuleux, c'est que la vie vous amène sur votre trajet des personnes, et je me suis retrouvée à coacher un directeur d'entreprise à une époque où les femmes n'étaient pas coachs. Il n'y avait pas de formation en prise de parole en public, il y avait des formations en vente, en management, mais tout le monde savait parler, forcément. Et on parlait beaucoup moins en public, on s'exprimait beaucoup moins que maintenant. On écrivait beaucoup plus, avec moins de fautes d'ailleurs. Donc, je me suis retrouvée à coacher un dirigeant d'entreprise avec les techniques de l'acteur. C'était une idée brillante. Ce n'est pas moi qui l'ai eue, mais c'était quand même une idée très novatrice à l'époque et très brillante. C'était de prendre un comédien, prendre une actrice et de lui dire voilà, je te donne un ingénieur et il faut le préparer. Il a des prises de parole en public, il a des conférences à faire. Donne-lui ton savoir-faire, donne-lui tes techniques. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le milieu de la profession. Je ne pensais jamais faire ça. Je disais, je suis qu'actrice, je ne sais faire que ça. Eh bien non. J'ai cultivé mon potager, moi aussi, et je me suis découvert un autre talent d'actrice à formatrice. Et j'ai créé une méthodologie où j'ai transformé, adapté les techniques de l'acteur, comment l'acteur gère son trac, son stress. J'ai commencé avec Patrick Braoudet dans une pièce qui s'appelait Du ronron sur les Blinise, et Patrick, qui était vétérinaire d'ailleurs à l'époque, était très traqueur et il allait vomir avant de jouer chaque soir. Donc, comme quoi, c'est pas toujours évident. Moi, je perdais mon texte, j'oubliais mes accessoires, et même une fois, je jouais une pièce avec Micheline Dax, je me suis enfermée dans la salle de bain, j'arrivais plus à ressortir. Voilà, ça c'est... Moi, j'ai vécu l'horreur du trac. Et en fait, en essayant de comprendre d'où vient cette peur, d'où vient ce trac, et en passant mon savoir-faire
dans le domaine de la formation, eh bien j'ai commencé à... parce que quand on aide les autres, c'est vrai qu'on s'aide soi-même. C'est la plus grande aide qu'on peut faire. C'est d'abord on aide les autres et ça nous aide. Eh bien mon trac a pas disparu complètement, mais a fortement diminué. Et donc dans mon livre, je donne toute cette méthodologie, toutes ces techniques pour diminuer le trac, mais aussi pour avoir une voix qui porte, pour ne plus avoir besoin de micro et que je puisse parler jusqu'au dernier rang. Démonstration. La respiration, l'usage de la respiration pour se détendre, pour se calmer, mais aussi pour masser. Parce que quand on sait respirer avec le diaphragme, on masque le foie, le pancréas et l'estomac. Et cette boule au ventre qu'on peut avoir avant un entretien, avant un challenge, avant un saut à parachute, que sais-je, bien diminue par la respiration. Donc ce livre, voilà, c'est un peu toute ma vie d'actrice, toute ma vie de formatrice, puisque c'est 20 ans de technique auprès de milliers de personnes que j'ai eu la chance de former, que je décline, voilà, et j'ai un grand plaisir à découvrir mon public qui va pas de 7, mais de 12 à 80 ans, on va dire. Merci beaucoup pour votre attention. Vous avez vu comment on peut effectivement transformer le trac en énergie, c'est fou, hein, mais j'ai utilisé ta méthode de respiration. Alors on va passer à toute autre chose et surtout à quelqu'un qui nous a réunis, et merci, Karine Baillet, qui est vraiment, alors une femme d'exception. C'est vrai que tu m'as écrit un petit texte, mais moi je veux dire que tu es non seulement une athlète hors norme parce que tu es une athlète de haut niveau, tu as organisé des raids et tu as fait ça dans le monde entier, mais surtout je pense que tu es une femme de cœur. J'ai rarement vu quelqu'un qui réunisse avec tant de sincérité, de douceur, des gens qui sont là pour faire des raids, imaginez, c'est quand même violent. Moi, elle m'a fait faire 12 km sur la plage, en vélo, dans la forêt et tout. J'arrivais de ma capitale, j'étais quand même... Ben non, parce qu'elle est tellement belle, tellement douce, elle a tellement d'énergie, tout en rondeur, etc., que vous pourrez la suivre au bout du monde alors qu'on ne sait pas courir, ni même marcher. Donc en fait, c'est vrai que tu es une femme de défi, tu organises plein de choses, tu fais des conférences. Elle a écrit déjà un livre que j'ai eu l'occasion de t'aider à faire paraître d'ailleurs sur France Télévisions pour le service des sports de la 2. Et aujourd'hui, elle a écrit avec Sophie Chegaray, Conquête de femmes. En fait, c'est son histoire et je pense que telle une sirène qui aime l'eau, tu pourras partager avec les humains un petit peu de toi, un petit peu de ton âme. Merci Juliane. Ben oui, ça a été déjà une rencontre, hein, pourquoi on a écrit ce livre avec Sophie. Sophie travaillait dans le coin, elle a écrit beaucoup de livres sur les pêcheurs d'étapes, elle était journaliste chez Marie-Claire, elle me suivait quand j'étais athlète. Et puis en 2012, quand rapidement, hein, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai découvert la course sur route à 15-16 ans, je me suis mise dans le raid, j'ai rêvé de participer aux raids gauloises et j'ai fait des sélections dans notre région qui se terminaient par, en courant le Touquet-Lille. Et au bout de 5 jours, j'ai eu mon ticket d'entrée pour aller faire le raid gauloise en Équateur à l'époque. Donc c'est vraiment parti de... Alors je les salue, il y a mon papa, ma maman qui sont dans la salle, mais on était un univers courageux, combatif, papa taxi, maman qui tenait un café, pas forcément dans le sport. Et puis je me suis un peu révélée là-dedans avec des rêves, donc raid gauloise au Vietnam. Ensuite, j'ai intégré une équipe qui voulait aller gagner. Donc là, on a travaillé pendant 3 ans avec des athlètes qui venaient de toute la France. On a pu remporter le raid gauloise au Vietnam. Et puis après, dans cet univers masculin, j'ai décidé d'être capitaine, de choisir les hommes. Alors on était plutôt le matériel obligatoire, les femmes. Et j'ai décidé de lancer le défi de monter une équipe dans ce milieu masculin avec laquelle on est devenu 2 fois vice-champion du monde. Bon, donc on a œuvré et tout est raconté par la plume de Sophie dans le livre. En 2012, j'ai participé au Marathon des Sables. Et là, ça a été un peu un voyage intérieur où je courais toute seule, où j'ai souffert parce que j'avais des blessures au ventre, dans les pieds. C'était une semaine après le Touquet-Pas-de-Calais où je mets toute mon énergie. Donc c'était vraiment une course, c'est un marathon par jour dans le désert pendant 6 jours et 2 marathons 4e jour.
Et là, j'ai intériorisé un peu mon parcours en me disant qu'est-ce qui me pousse à faire 25-30 heures de sport par semaine, à me lancer des défis comme l'enduro, la traversée de la Manche, etc. Et cette course-là, bon, j'ai bien fini, j'avais fini 30e et 3e femme, mais déjà j'ai vécu une belle histoire sur la course. Et je me suis dit, je vais arrêter de porter un dossard et je vais faire du sport juste pour le plaisir. Décision que j'ai prise le dernier jour. Alors, si vous lisez le livre, vous allez découvrir que j'étais en compétition avec une Marocaine qui voulait vraiment la 2e place. Elle était 100 minutes derrière moi. Et d'habitude, dans les courses, je lâchais rien. Il fallait vraiment que je grappille pour gagner. Et là, forte de ce voyage, je me suis dit, bon, de toute façon, finir 3e ou 2e, ça ne me changera pas la vie. Il y a une prime de course qui l'intéresse. Et je me suis dit, si jamais elle me passe, je la laisse passer. Et donc, je raconte comment ça s'est passé, cette situation. Elle m'a doublé. Pour une fois, je ne me suis pas accrochée à ses baskets. Et j'ai fini ma course tranquillement avec une Américaine qui était à 1h30 derrière moi. Et puis, j'ai commencé sur cette étape-là à faire du sport comme je fais maintenant, juste pour le plaisir et le bien-être. Voilà, donc c'est un récit que Sophie est allée... En fait, je pense que c'est difficile quand on est sportif, quand on vit dans l'intérieur, quand on est dans l'action, d'oser parler de ses émotions, de parler de ses doutes, parce que j'en ai eu, de ses échecs, par contre des victoires, de comment on monte une équipe avec tout ce que j'ai appris au fur et à mesure. Donc c'est un récit qui parle forcément d'éducation, de trouver sa voie, des récits. On parle forcément du Touquet, parce que je suis engagée d'étape d'ailleurs de je suis originaire et du Touquet, je suis engagée pour cette ville. Et les événements, ça a été avant tout pour les faire découvrir et faire découvrir ma passion. Donc comment, voilà, ça parle du Touquet, ça parle de voyage, ça parle de comment après 20 ans de sport à haut niveau, on arrête et puis on se retrouve dans un autre job, la transmission. Et puis, a priori, ça donne de l'énergie positive pour ceux qui ont des défis à surmonter. Dans la vie. Je voulais juste... Plus fort, parce que franchement, ceux qui ne connaissent pas Karine, eh bien, à travers... Tout ravi de vous accueillir au Salon du Touquet. Vous avez découvert le Touquet. Parlez-nous un petit peu, voilà, en conclusion, on va dire, du Touquet, du Salon du Livre et du week-end que vous avez passé ici. Moi, je suis arrivée à 15h hier et je repars à 15h aujourd'hui, donc c'est très rapide. Je peux vous dire qu'il y a une chose qui m'a frappée, c'est la lumière ce matin. Je me suis sentie tellement bien, c'est sublime, les gens l'accueillent. Je me sens proche de vous, mais enfin, c'est un peu normal, je suis anglaise. Il n'y a que la mer à traverser. Il n'y a que la mer à traverser, en effet. Non, je me suis sentie bien et puis j'ai discuté avec des gens très très intéressants depuis ces dernières 24 heures. Donc je voudrais juste vous dire merci pour l'accueil. J'étais là avec mon petit garçon et mon père, donc on n'est pas sortis en ville hier soir parce qu'on avait quand même une petite trotte à faire. Mais en tout cas, les gens que j'ai rencontrés ici ont été très accueillants, donc merci beaucoup. Je voulais dire que le Touquet a bercé mon enfance parce qu'avec mes parents, Paris n'était pas si loin que ça, on prenait la voiture et puis avec ma sœur, le chien, mes parents nous offraient ce petit séjour court, mais au moins on voyait la mer. Et on venait au Touquet, rue Saint-Jean, dans un petit hôtel, je ne sais pas s'il existe encore d'ailleurs, ça s'appelait Chez les gens. Alors je ne sais pas si cet hôtel existe toujours. Non. D'accord. Et donc j'ai passé mon enfance à manger des chocolats, du chat bleu. Et j'ai fait un reportage il y a une quinzaine d'années sur le propriétaire du chat bleu qui était déjà très âgé. Et je voulais savoir si parmi vous quelqu'un le connaissait et si quelqu'un pouvait me dire s'il était encore en vie. Oui. Il est encore en vie. Alors il était très inquiet, il avait perdu sa femme et puis ses enfants ne voulaient pas reprendre. Alors qui a repris le chat bleu ? Oui. Très bien, je suis ravie. Alors je vais aller acheter des chocolats. Très bien. Donc ils seront tout aussi bons. Et puis j'ai aussi été jury pour le Miss Côte d'Opale. Donc je devais venir cette année. Malheureusement j'ai eu un petit souci de santé, donc je ne suis pas venue, mais c'était toujours un bonheur. Donc le Touquet m'a bercé depuis mon enfance, et puis ensuite
on m'a rappelé pour des choses comme ça, et aujourd'hui pour le Salon du Livre, et merci parce que c'est vraiment un endroit que j'aime particulièrement. C'est vrai qu'il y a des côtes plus proches, peut-être Deauville, Trouville, Honfleur, tout ça, mais c'est pas plus proche. En tous les cas, je sais qu'ici, c'est direct et il y a moins de radars. Donc quant à moi, comme je vous le disais, j'ai découvert le Touquet il y a 2 ans grâce à Karine, et je le redécouvre hier et aujourd'hui avec ce salon. Et je trouve qu'il y a une atmosphère très très particulière, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'esthétique. Je pense que c'est très artistique, les artistes se sentent très très bien, et donc ce salon en témoigne, puisqu'il accueille tous ces écrivains. Et c'est, moi je dirais, le Touquet, havre de paix, voilà. Et surtout très PAX, hein. Excusez-moi, j'ai un sens de l'humour décapant. Bon, moi juste un petit témoignage, mais vous le savez, je suis amoureuse du Touquet. Les rêves m'ont amené à faire de la montagne, faire plein de choses ailleurs, mais à chaque fois je m'émerveillais de courir dans les dunes. Ça c'est mon moment préféré, courir dans les dunes, rien voir, et en haut de la dune basculer et là voir le panorama de la mer qui est toujours différent. Bon, moi, je pense qu'on va vous souhaiter à toutes et tous un bon salon, une bonne journée. Si vous voulez discuter avec l'une d'entre nous, on est sur le stand avec grand plaisir. Et merci de votre attention et bon dimanche. Merci. Merci Karine. Merci Karine.